Bonjour à tous. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes des professionnels du territoire, mais non pas des élus. Je mets de côté Nora. Et donc, je vais devoir faire un effort de pédagogie de manière à ce que tous les éléments de finances publiques qui seront livrés soient bien assimilés par tous, parce que, in fine, c'est vous qui aurez à prendre les décisions dans le cadre en particulier des consultations, des référendums qui ont été organisés ou de la manière dont vous souhaiterez vous exprimer. Je vous ai mis ici un petit fond d'écran que j'utilise d'ailleurs en ce moment, parce qu'en ce moment c'est le projet de loi de finances qui est présenté par l'État fin septembre, qui a évidemment une incidence importante pour les collectivités locales, et donc cette photo que j'ai prise au Spitzberg montre la glaciation qui attend les finances locales dans les prochaines années, et qui a commencé avec la baisse des dotations qu'ont subi toutes les collectivités entre 2014 et 2017. Donc ça a été pris au 78e parallèle nord, à 1000 km du pôle. Donc on va en venir à des sujets, disons, plus proches des territoires méditerranéens. Voilà, donc je vais commencer. Oh, j'ai un problème avec mon truc là. Attendez, je n'arrive pas quand je mets le. Sinon, je vais le faire. J'ai cette page qui parfois ne passe pas, je recommence, sinon je le ferai. Ouais, bon, écoutez. Bon, écoutez, tant pis, je vais me présenter sans l'aide du petit support. Donc nous sommes un cabinet de conseil et de formation qui ne travaillons que pour les collectivités locales et les services de l'État. J'ai créé ce cabinet il y a maintenant 28 ans, en 90. Nous sommes intervenus à ce jour pour à peu près 900 collectivités locales, dont 24 des 27 anciennes régions, 89 des 100 départements, dont les Bouches-du-Rhône, 35 des 42 villes de plus de 100 000 habitants, dont Marseille et Aix-en-Provence, puisque ce sont les deux seuls de ce département, et puis également pour 125 communautés d'agglomération. Je serai amené d'ailleurs à définir exactement le rôle que joue l'intercommunalité par rapport, si vous voulez, à l'architecture que tout le monde connaît historiquement, les communes, les départements, les régions, et puis il y a quelque chose qui s'appelle l'intercommunalité, qui est apparu, je parle suffisamment fort, qui est apparu maintenant il y a à peu près 25 ans, et qui s'est développé au point de couvrir l'ensemble du territoire français depuis maintenant 3 ans. Et donc nous avons également des missions pour le Sénat, qui nous a demandé d'analyser en 2014 l'impact de la baisse des dotations sur les comptes de l'ensemble des collectivités locales, et en 2015 l'impact d'une réforme des dotations de l'État aux communes et intercommunalités, réforme qui finalement n'a pas vu le jour parce que l'ancien président François Hollande l'a retirée lors d'une séance exceptionnelle du Congrès des maires en 2016. Je précise également que nous avons assez régulièrement des contacts avec les ministères, et en particulier nous les avions alertés en 2007, malheureusement en vain à l'époque, sur quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelait à l'époque les produits structurés de dette, et qu'on a plus d'1 an après appelé les produits toxiques. Quelque chose qui a coûté à peu près 13 milliards d'euros à l'État, aux collectivités, aux hôpitaux, et aux organismes de l'habitat, les offices HLM. Donc ça a coûté à peu près entre 13 et 15 milliards d'euros. Et je veux dire que c'était des emprunts en francs suisses, en dollars, en yens, etc. Enfin des choses dont les collectivités normalement n'auraient jamais dû avoir à connaître, mais que l'État n'a malheureusement pas réglementé, bien qu'on les ait incités à le faire. Voilà, ce que je vous propose pour la présentation que je vais vous faire, c'est que si à un moment donné vous souhaitez vous exprimer, hein, on est en petit groupe ici, donc vous vous manifestez, soit parce que je ne serai pas suffisamment clair, soit parce que vous souhaitez réagir par rapport à telle ou telle chose. Donc c'est comme ça que je dirais on aura la discussion la plus constructive par rapport à un sujet qui vous concerne directement. Hein. Moi j'habite Paris, je me déplace un peu dans toute la France, hein. Je peux être en Bretagne, en Alsace, en Dordogne, mais je veux dire, et puis m'est déjà arrivé aussi ici à Arles d'être intervenu à 2 reprises. Je vais en parler parce que certains d'entre vous ont vécu ces périodes déjà en tant que contribuables.
En 1992, la municipalité Camoins nous a demandé de faire ce qu'on appelle officiellement, enfin pudiquement, plutôt un plan de redressement, parce que les comptes étaient extrêmement dégradés. Donc nous avons fait ce plan de redressement en 1992, on l'a fait valider par les banques, par le préfet, par la Chambre régionale des comptes. Et puis, comme ce plan n'a pas été appliqué, je me suis retiré un peu plus d'un an après, oui, fin 93, voilà. Et la municipalité Vozelle nous a rappelé en 95 pour faire à nouveau un plan de redressement qui a duré sur la période 95-97. Donc c'est un territoire qu'on connaît bien et où j'ai eu l'occasion de passer à peu près 2 ou 3 jours par semaine à cette époque-là. Alors, peut-être quelques éléments d'abord de contexte sur les devenirs possibles. La France compte aujourd'hui 100 départements et à peu près 1280 intercommunalités. Je vais peut-être préciser tout de suite ce que c'est qu'une intercommunalité et pourquoi ça existe. La France est le pays d'Europe, pour ne pas dire du monde, qui a le plus grand nombre de communes, et donc les communes les plus petites. En 2014, la commune française faisait en moyenne 1700 habitants, il y en avait 36 500 pour 66 millions d'habitants. Et si vous voulez, pour prendre une comparaison par rapport aux 4 grands pays, les 4 plus grands pays de l'Union européenne qui nous entourent, c'est-à-dire l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne, la somme de ces 4 pays, ça fait à peu près 4 fois la population française, hein, l'Allemagne étant plus peuplée que la France et les 3 autres pays étant un peu moins peuplés. Et au total, ces 4 grands pays comptent 30 000 communes, alors que nous en avions 36 500. Si je prends l'ensemble de l'Union européenne, qui est composée encore aujourd'hui de 28 pays, la France comptait en 2014 42% des communes de l'Union européenne, alors que, comme je vous l'ai dit, il y a 28 pays, donc normalement en moyenne c'est 4%, enfin ou peut-être plus parce qu'on est un peu plus peuplé, mais pour vous montrer le décalage. Ce décalage, il remonte à la Révolution française. Il y avait dans le Royaume de France en 1788 41 000 paroisses. Et ces 41 000 paroisses sont devenues 36 000 communes, donc on a gratté, si je peux dire, 5 000 structures en l'espace de quelques 200 et quelques années. Et ce n'est pas les projets qui ont manqué sous la monarchie, l'Empire, la 3e, la 4e, la 5e République, d'aboutir à une réduction du nombre de communes. Mais comme à cette époque-là, on n'a jamais voulu le faire, le on, caractérisant tous les gouvernements qui se sont succédés, n'ont jamais voulu le faire de manière coercitive, il est donc apparu que le seul moyen de permettre ou d'obliger, comme on veut, les élus à travailler ensemble, eh bien, ça a été de créer des structures supplémentaires. Ces structures supplémentaires, il y a eu plusieurs étages. Pardonnez-moi, je m'éloigne du texte, mais je pense que c'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'une intercommunalité et pourquoi ça existe. Au départ, il y a eu ce qu'on appelait des syndicats intercommunaux, par exemple pour gérer les problèmes d'adduction d'eau, d'électrification, quand on était à la fin du XIXe siècle. C'est sympathique un syndicat intercommunal, mais ça fonctionne à l'unanimité. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, la décision s'arrête. Ensuite, il y a eu, dans les années 1960, il y a eu des districts. Les districts, ça gérait en particulier la compétence des pompiers. Les pompiers, évidemment, n'intéressent plus aujourd'hui directement les communes, c'est pas qu'elles ne payent plus, mais aujourd'hui elles payent marginalement, puisque c'est devenu une compétence départementale en 1996. Et puis en 1966, qui est une date à retenir, quand on lit les textes, on voit que le gouvernement de l'époque, donc on était à l'époque du général de Gaulle, a créé de plein droit 4 communautés urbaines. De plein droit, ça veut dire en l'imposant aux élus. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. On a questionné les maires des grandes villes de l'époque. Gaston Defferre a dit que ça ne l'intéressait pas. Bazerque, qui était le maire de Toulouse, a dit que ça ne l'intéressait pas. Et donc on n'a pas imposé de communauté urbaine ni à Marseille ni à Toulouse. On en a imposé à Lille, à Bordeaux, à Lyon et à Strasbourg, parce que les maires de ces 4 villes avaient dit que ça les intéressait. Donc à partir du moment où ils étaient intéressés, on l'a créé. Les communautés urbaines avaient beaucoup de compétences, qu'ont aujourd'hui d'ailleurs les métropoles, on y reviendra tout à l'heure, mais il y en avait une qu'elle n'avait pas, et je pense que c'est important de bien comprendre, le développement économique n'était pas une compétence des communautés urbaines, alors même que c'était des mastodontes déjà à l'époque. Pourquoi ? Parce que nous étions à une période de plein emploi. La montée du chômage, ça a commencé au moment de la crise de l'énergie en 1974, et donc à une période de plein emploi, les maires ne se préoccupaient pas de ces problèmes économiques. Et d'ailleurs, les entreprises
ou plus exactement les chambres de commerce qui les représentent, leur demandaient de ne pas s'en occuper parce que dans une période de plein emploi, si vous faites venir des entreprises, vous créez une pression à la hausse des salaires et dans une situation dans laquelle vous avez le plein emploi, vous avez du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc vous avez des maires qui ont refusé l'implantation d'entreprises dans les années 60, tout simplement parce que ça contrariait les entreprises à l'époque. Évidemment, ça paraît complètement dément aujourd'hui, mais c'était le contexte de l'époque. Bon. Il a fallu attendre la période, si vous voulez, effectivement de 74-75, la crise de l'énergie, pour que le chômage montant, eh bien, ça amène à se poser un certain nombre de questions sur la compétence économique. Et cette compétence économique, elle a donc été demandée au moment des élections par les électeurs. Hein, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour défendre l'emploi avec les maigres moyens d'une commune qui fait en moyenne 1700 habitants? Et face à des entreprises qui jouaient de la concurrence sur la taxe professionnelle. C'est-à-dire qu'évidemment, tout l'art pour une entreprise, c'était de s'installer là où la taxe professionnelle était relativement basse et d'essayer de profiter à la marge des services apportés par les endroits où elle était plus élevée. Et donc, les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont encouragé quelque chose qui s'est appelé la taxe professionnelle unique. Aujourd'hui, ce n'est plus la taxe professionnelle, c'est un autre impôt, vous le savez, mais ils ont encouragé la taxe professionnelle unique à partir des villes nouvelles. Les villes nouvelles, ce sont des entités, il y en a une qui n'était pas très loin d'ici, c'était le SAN Ouest-Provence, c'est-à-dire Istres et Fos, hein, et puis les autres étaient en région parisienne ou en région lyonnaise. Et à partir de 1992, a été encouragée l'intercommunalité avec des dotations d'État plus importantes. En fait, on a dit aux élus à l'époque, en 92, on leur a dit, si vous associez, vous transférez des compétences à une structure intercommunale, ben, l'État sera généreux avec vous, il vous donnera davantage. Alors, je vais prononcer un mot qu'a priori beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais qui est un mot très important pour les élus, c'est le mot DGF, dotation globale de fonctionnement. C'est la principale dotation que verse l'État aux collectivités locales. Donc, évidemment, je l'utilise avec des guillemets dans une assemblée de socio-professionnels, mais ça a énormément joué, et ça a conduit à ce que l'on passe, en l'espace de 25 ans, un peu 26 ans même, entre 92 et 2018, on est passé de 11 millions de Français intercommunalisés à 66 millions, c'est-à-dire 67 millions, c'est-à-dire la France complète. Aujourd'hui, il n'y a plus que quelques îles bretonnes avec une seule commune qu'on a dispensé de rentrer dans une intercommunalité. Mais par exemple, les îles d'Hyères, qui ne sont pas très loin d'ici, appartiennent à la commune d'Hyères, Porquerolles, Porquerolles et le Levant, c'est dans l'intercommunalité, c'est dans l'agglomération de Toulon, hein, ou dans la métropole de Toulon maintenant. Voilà, donc on est arrivé à un moment donné jusqu'à plus de 2000 intercommunalités. Et dans les lois plus récentes, qui sont la loi de 2010 et la loi de 2015, la loi de 2015 on l'appelle la loi NOTRe, N-O-T-R, sans E, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, eh bien on a incité les intercommunalités à se regrouper. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à Marseille, Madame Marie-Lise de Branchu, qui était à l'époque ministre de la décentralisation, est venue imposer le regroupement de 6 communautés pour former ce qui est aujourd'hui la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est-à-dire l'ancienne communauté d'agglomération du Pays d'Aix, l'ancienne communauté d'agglomération du Pays de Martigues, l'ancienne communauté d'agglomération du Pays de l'Étoile, c'est-à-dire Aubagne, hein, et puis le SAN Ouest-Provence, et la communauté d'agglomération qui s'appelait Aglopole, qui comprend Salon et Berre. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, la métropole Aix-Marseille-Provence, elle regroupe à peu près 90%, un peu plus de 90% de la population du département, 60% de sa superficie, plus 2 communes d'ailleurs qui sont l'une dans le Var, qui s'appelle Saint-Zacharie, et l'autre dans le Vaucluse qui s'appelle Pertuis. Voilà, donc le département des Bouches-du-Rhône est composé de 119 communes et de 4 intercommunalités. Donc la métropole Aix-Marseille-Provence composée de 92 communes, dont 90 dans les Bouches-du-Rhône, plus Pertuis, plus Saint-Zacharie. La communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette composée de 6 communes, Arles étant d'ailleurs la plus vaste commune de France métropolitaine, qui fait un peu plus de 800 km², c'est-à-dire que Arles est plus vaste, de à peu près de 50%, que la somme de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, que toute la petite couronne. Il y a des communes en Guyane qui sont plus vastes que Arles, c'est pour ça que je parle de France métropolitaine. Bon. La communauté d'agglomération Terre de Provence, donc autour de Château-Renard, composée de 13 communes, et la communauté de communes Vallée des Beaux-Alpilles, composée de 10 communes. Comme vous le savez, le projet de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est de fusionner le département avec la métropole Aix-Marseille-Provence, dont elle occupe également la présidence depuis maintenant un mois,
C'est un projet qui ne s'est fait pour le moment que sur un seul territoire, c'est celui de la métropole de Lyon, par un accord d'ailleurs qui avait été passé entre l'ancien maire de Lyon, et d'ailleurs qui va à nouveau redevenir maire de Lyon, Gérard Collomb, et l'ancien président du conseil départemental du Rhône, Michel Mercier, qui a conduit à une scission. Hein. Donc la question évidemment se pose de savoir ce que va être ce projet dans les Bouches-du-Rhône et sur quel périmètre il peut se réaliser. Donc il induit les options suivantes, sachant qu'en droit, toute commune doit faire partie à la fois d'un département et d'une intercommunalité. Vous avez par exemple des communes qui ont résisté très longtemps à l'intercommunalité. Je vais prendre un exemple assez loin d'ici, mais d'une commune que vous connaissez certainement de nom. C'est Enghien, dans la banlieue ouest de Paris, qui a un casino et qui donc avant ne voulait pas faire partie d'une intercommunalité. Elle a évidemment été obligée de rejoindre une intercommunalité. Ça a été aussi le cas, plus près d'ici, de la ville de Cannes, qui a résisté pendant très longtemps à l'intercommunalité. Je me souviens de discussions que j'avais eues en 2003 avec son maire de l'époque, Bernard Brochant, qui me disait « Moi, je ne veux pas d'intercommunalité, mon seul concurrent, c'est Monaco ». Ce à quoi je lui répondais, en essayant d'être le plus courtois possible, « Monsieur le maire, vous vous trompez parce que la richesse de Monaco, c'est pas uniquement le casino, c'est surtout la TVA. Et vous, la TVA, vous ne l'avez pas. » Bon, et donc évidemment, Cannes a été obligé de créer une intercommunalité dans le cadre des lois dont je vous ai parlé. Voilà, donc 3 options. Option numéro 1, les 29 communes du Pays d'Arles s'associent au projet de Madame Vassal. La fusion se fait sur la totalité du territoire des Bouches-du-Rhône. Ce qui d'ailleurs amène, mais ça c'est un décret en Conseil d'État, ce qui amène a priori à englober aussi Pertuis et Saint-Zacharie et donc de faire des changements de limites départementales. Bon, ça c'est déjà fait. Ça revient à une fusion des 4 intercommunalités. Disons qu'il faut bien comprendre, c'est que les compétences et le financement du département, c'est-à-dire la taxe sur le foncier bâti que vous payez tous aujourd'hui au département, la part que vous payez au département, ça ne change pas. Il y aura peut-être le département peut choisir d'augmenter ou de baisser son taux de fiscalité, mais il n'y a pas d'évolution pour vous. Les droits de mutation que vous payez aujourd'hui quand vous avez une transaction immobilière et les 4,50% que vous payez, que l'acquéreur paye au notaire et qui vont dans les caisses du département ne changent pas à partir du moment où vous êtes dans la configuration actuelle ou dans la configuration future. Ce n'est pas les enjeux départementaux qu'il faut regarder, c'est des enjeux intercommunaux. Donc, impacts fiscaux pour les contribuables, impact sur le budget des communes, et prise de compétences intercommunales plus importante selon la hiérarchie des catégories. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe plusieurs clubs, si vous voulez, d'intercommunalité. Vous avez, en commençant par le bas, vous avez la communauté de communes. La communauté de communes, ce sont des compétences qui sont plus modestes. Par exemple, si vous voulez, vous n'avez pas de compétences de transport. Si vous voulez aller d'un point à l'autre d'une communauté de communes, eh bien, vous utilisez les bus autrefois départementaux et aujourd'hui régionaux, puisque au 1er janvier 2017, il y a eu un transfert des transports interurbains du département à la région. Donc, par contre, quand vous êtes dans une agglomération, vous devez avoir une compétence mobilité, ce qui est le cas pour Arles, Crau, Camargue, Montagnette, et ce qui est le cas aussi pour Terre de Provence. Non. Donc la communauté d'agglomération est plus intégrée, elle a plus de compétences qu'une communauté de communes. Une communauté urbaine en a encore plus. Je vous donne une des différences. Quand vous êtes une communauté d'agglomération, vous pouvez interpréter les compétences et dire nous ne prenons qu'une partie de la voirie, par exemple la voirie qui relie les bourgs-centres ou la voirie des zones d'activité. Quand vous êtes une communauté urbaine, vous n'avez pas le choix. Vous devez obligatoirement prendre l'intégralité d'un certain nombre de compétences. Et quand vous êtes une métropole, vous avez les compétences de la communauté urbaine, plus d'autres compétences. Et en particulier, il y a eu des transferts obligatoires du département à la métropole. Je prends un exemple, nous avons par exemple travaillé avec la métropole de Bordeaux lorsqu'elle a repris la voirie du département de la Gironde sur son territoire. Le département de la Gironde continue à exister, mais un certain nombre de compétences qu'il exerçait sur le territoire de la métropole de Bordeaux, et évidemment c'est la même chose à Marseille, à Grenoble, à Montpellier, à Lille, à Lyon, etc. Il y a une vingtaine de métropoles aujourd'hui, eh bien, sont aujourd'hui assurées par la métropole. Donc évidemment, lorsque j'entends dire qu'on rendrait des compétences aux communes,
je ne dis pas que c'est impossible, mais ça revient à bouleverser complètement par une loi spécifique cette hiérarchie. C'est-à-dire que les gouvernements successifs, on peut dire d'ailleurs qu'il y a eu un relatif consensus depuis maintenant une vingtaine d'années entre la droite et la gauche sur la question intercommunale. La loi Chevènement, qui était la loi du 12 juillet 1999, pour retenir la date, c'est très simple, c'était juste un an jour pour jour après la première victoire de la France au mondial de 98, hein, donc c'était juste un an après, 12 juillet 1999, et bien cette loi avait été votée à 80% de majorité par une Assemblée nationale qui était à l'époque de gauche et un Sénat qui était à l'époque de droite. Et depuis, l'intercommunalité s'est renforcée avec la loi réforme des collectivités territoriales de 2010, la loi d'affirmation des métropoles de 2014, la loi NOTRe de 2015, et globalement, on peut considérer que c'est un consensus entre la droite et la gauche. Donc on pourrait imaginer qu'on dépaisse complètement la métropole de Marseille et qu'elle n'ait pratiquement plus de compétences, contrairement à celles de Montpellier, de Toulon, de Nice, de Lyon, etc. Disons que ça ne me semble pas aller dans l'esprit de la manière dont les gouvernements successifs ont bâti l'architecture de l'intercommunalité. Donc ça me semble peut-être un propos pour attirer des partisans, mais pas forcément de ce qui va se passer. Donc option numéro 2. Tout ou partie des communes de l'ouest et du nord du département demandent leur rattachement aux gares et aux Vaucluse. Bon, le reste des communes se rallient à l'option 1, c'est à la limite imaginable. Il y a eu dans l'histoire des évolutions de territoire. Je vais prendre un exemple de département, on peut remonter très loin dans le temps. Il y a eu des départements qui ont changé de configuration. Par exemple, en 1808, Napoléon a créé le département du Tarn-et-Garonne en dépeçant le Lot, le Gers, la Haute-Garonne, l'Aveyron, etc. parce qu'il voulait satisfaire une demande des habitants de Montauban. Bon. Plus récemment, en 1921, on a créé le département du territoire de Belfort parce que c'était la seule partie de l'Alsace qui était restée à la France après les défenses d'Enfer Rochereau. Donc quand on a récupéré l'Alsace-Lorraine, eh bien, le territoire de Belfort, qui est un tout petit département, a été créé. En 1968, le département de la Seine et de la Seine-Oise ont été démembrés pour créer les 3 départements de la Petite Couronne et les départements de la Grande Couronne, c'est-à-dire l'Essonne, les Yvelines et le Val d'Oise. Bon. Et puis, certaines communes ont demandé leur rattachement. Par exemple, quand l'agglomération de Lyon s'est développée, des villes comme Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Vénissieux, qui étaient dans l'Isère, ont rejoint le Rhône. Quand la communauté urbaine de Lyon s'est créée en 1966, des communes aussi un peu plus éloignées, comme Dessines, où se trouve aujourd'hui le stade, etc., sont aussi été rattachées. Bon. Voilà, donc tout ceci, si vous voulez, peut à la limite se faire. Bon. Option numéro 3, le département des Bouches-du-Rhône est scindé en 2, exactement comme l'a été le département du Rhône, au 1er janvier 2015, puisque aujourd'hui vous avez un département qui s'appelle 69, qui est, alors ils ont voulu au départ l'appeler le Nouveau Rhône, il est resté le Rhône, voilà, donc il est resté le Rhône, l'hôtel du département est à Lyon, mais Lyon n'est plus à l'intérieur, donc ils ont eu une dérogation pour que leur bâtiment central soit à l'extérieur du territoire, exactement comme le Var n'a pas 1 km du fleuve qui porte ce nom, hein, et Lyon Métropole qui porte le numéro 691 aujourd'hui. Ouais. La seule différence, si vous voulez, à Lyon, c'est qu'il n'y a plus d'élection cantonale. D'ailleurs, à Paris non plus, il n'y a pas d'élection cantonale, c'est le Conseil de Paris qui exerce également des compétences départementales, et c'est le Conseil municipal, le Conseil communautaire de Lyon Métropole qui exerce des compétences départementales. Bon. Dans ce cas, il doit y avoir strict équilibre des situations financières de départ. Alors, je connais bien ce schéma parce qu'on avait travaillé pour la communauté urbaine de Lyon en 2014 sur le sujet. Il a été mis dans la loi que les 2 départements devaient avoir la même situation financière de départ. Donc et c'est probablement ce qui se passerait ici, comme il y avait à peu près 90% des recettes sur la métropole de Lyon et seulement 70% des dépenses, hein, eh bien, puisque tout ce qui concerne les routes, si vous voulez, bien sûr, ça représente aussi de l'espace rural, eh bien, ça a été un chèque, enfin, un mandat d'à peu près 80 millions d'euros qui est fait chaque année par le Lyon Métropole au Rhône. Donc on peut imaginer que s'il y avait une scission, il y aurait forcément aussi parité. On ne pourrait pas dire
Le département des Bouches-du-Rhône Est conserve tout le pognon et le département des Bouches-du-Rhône Ouest n'aura rien. Il y aura forcément un équilibre, c'est comme ça que se fait le partage. Qu'est-ce qu'il en sera? Alors, pour être parfaitement clair, dans le cahier des charges auquel nous avons répondu, il y avait une partie qui consistait à faire de la comptabilité analytique sur le département des Bouches-du-Rhône, comme nous en avions fait en accord d'ailleurs sur le département du Rhône. Cette partie n'a pas pu être faite pour le moment, puisque le département n'a pas livré sa comptabilité analytique. Nous avons évidemment les comptes du département, vous verrez tout à l'heure ce qu'ils sont, mais nous n'avons pas évidemment l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça a été à nouveau redemandé. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à laquelle j'ai participé avec votre députée, Madame Michel, et puis la directrice générale donc Virginie Aldric de Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Nous étions dans le bureau de Madame Anne-Claire Mialot, qui est conseillère du président de la République sur les questions relatives aux collectivités locales. Et on a redemandé à pouvoir avoir ces éléments. Ça a été également redemandé au préfet. Pour le moment, on ne les a pas. Mais de toute façon, si jamais ce projet était acté, il faudrait forcément faire ce découpage analytique. Dans cette hypothèse, la fusion des 3 communautés du Pays d'Arles leur permettrait de postuler pour la création d'un établissement à statut spécial, exerçant à la fois les compétences départementales et intercommunales. Alors, des établissements à statut spéciaux, il y en a un certain nombre en France. On va prendre la liste. Il y a toujours eu la ville de Paris qui est à la fois commune et département. Il y a donc la métropole de Lyon dont je vous ai parlé, qui est à la fois intercommunalité et département. Il y a maintenant la collectivité territoriale de Corse, qui depuis le 1er janvier de cette année est à la fois région et département, puisque les 2 départements ont été supprimés. Il y a également en Martinique et en Guyane, vous avez également un ensemble région-département, puisque les 2 entités ont fusionné. Donc ça peut se faire, si vous voulez. Je crois qu'il faut bien comprendre que ce ne sont pas les élus de ce territoire qui auraient vraisemblablement, et indépendamment d'une initiative du conseil départemental, qui auraient eu l'idée de créer quelque chose. Ici, vous avez 175 000 habitants, le seuil des communautés urbaines est normalement à 250 000, mais ce seuil a été enfreint à la baisse pour, disons, donner un dédommagement aux villes qui ont perdu un statut de préfecture de région, ce qui veut dire par exemple que l'agglomération de Châlons en Champagne ou celle de Besançon par exemple peuvent devenir aujourd'hui des communautés urbaines, alors qu'elles n'ont pas forcément le seuil de population de 250 000 habitants. Bon, on pourrait imaginer que ce soit possible. Alors vous me direz, pourquoi fusionner? Parce que dans le Rhône, il n'y a pas eu de fusion. Dans le Rhône résiduel, une fois qu'on a enlevé la métropole de Lyon, c'est la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône, qui est donc à peu près une trentaine de kilomètres au nord de Lyon. Et puis c'est un territoire relativement rural, dans l'ouest, les monts du Lyonnais, jusqu'à la limite du département de la Loire, avec Tarare, etc. Mais ils n'ont pas eu envie de fusionner. De la même manière, si vous voulez, que si un jour, on peut tout imaginer, il y avait fusion, par exemple, imaginons que le projet de fusion à la lyonnaise se fasse dans d'autres territoires. Bon, on parle par exemple de Bordeaux. Vous avez peut-être vu qu'il y avait des manifestations et que le conseil départemental de la Gironde considérait que pour l'équilibre du territoire, parce que par exemple, aujourd'hui les normes pour les collèges qui sont à l'intérieur de la métropole bordelaise sont les mêmes que pour les collèges qui sont en race campagne, à Bazas, à Capsieux ou je veux dire, ou à Cazaux. Donc ils peuvent craindre, si vous voulez, que ça ne se passe plus comme ça. Bon. Donc s'il y avait par exemple une fusion qui se passait sur le territoire de la Gironde, eh bien, il est probable, même certain, que la communauté de l'agglomération de Libourne et celle d'Arcachon ne fusionneraient pas ensemble. Elles sont trop éloignées l'une de l'autre, elles sont de part et d'autre de l'agglomération. Pourquoi les élus de ce territoire, à mon sens, mais ils pourront évidemment vous donner leur avis, ont envisagé cet établissement à statut spécial? C'est pour un souci d'économie. C'est-à-dire de dire, bon, on a 175 000 habitants, aujourd'hui, sur cet ensemble des Bouches-du-Rhône, sur la partie intercommunale et départementale, il y a aujourd'hui 5 intercommunalités et un département. Si demain le projet de découpage se faisait, il y aurait 2 intercommunalités qui exerceraient à la fois les compétences intercommunales et les compétences départementales, donc économie de moyens. Voilà, l'option 2 n'est revendiquée par personne.
Hein, je n'ai pas entendu, on a tourné un peu auprès de tous les élus et je n'ai entendu personne dire qu'ils avaient envie de se rattacher aux gares ou aux Vaucluse. Donc on va enlever l'option 2 qui n'était qu'une, disons, une possibilité juridique, mais qui ne semble en tout cas n'intéresser personne. Alors pour que vous voyez à peu près ce que ça représente un département urbain et un département rural, je vous ai mis ici une carte, parce que c'est normalisé. Vous avez deux catégories de départements. Vous avez des départements urbains qui sont dans le cadran en haut à droite, avec des petits points rouges, et puis des départements ruraux, avec des petits losanges, plutôt pas des carrés, des losanges verts, qui sont dans les trois autres cadrans. Et vous avez les numéros des départements. Donc, c'est quoi un département urbain? C'est un département qui a deux caractéristiques cumulatives. La première, c'est qu'il y a une densité de population de plus de 100 habitants au kilomètre carré. Donc la France a une densité de population de 120 habitants au kilomètre carré, puisque nous sommes 66 ou 67 millions pour 550 000 kilomètres carrés. Hein? Et donc le seuil des 100 habitants au kilomètre carré est ici. Et vous avez le pourcentage de population dite urbanisée, au sens de l'INSEE. Alors la population urbanisée, c'est la population d'une commune qui a un bourg-centre d'au moins 2000 habitants, qui représente plus de la moitié de la population de la commune, et dans lequel l'habitat est continu. Vous avez le droit d'avoir des parcs et des espaces verts, mais ce n'est pas des hameaux. Hein. Et donc les Bouches-du-Rhône ont la caractéristique, vous les voyez tout à fait en haut à droite là, d'avoir 99% de population urbanisée, parce qu'en particulier la Camargue, c'est deux communes, Arles et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Et toutes les deux ont plus de 2000 habitants, avec un bourg-centre qui représente. Donc c'est considéré comme urbanisé. Vous avez ici, donc vous voyez que par exemple le département le plus rural de France c'est la Creuse. Hein. Après vous avez la Lozère, le Gers, le Lot, le Cantal, etc. Là vous avez tous les départements urbains. Dans les départements urbains, je vous en ai mis un certain nombre hors échelle, parce qu'on n'aurait rien vu si j'étais allé jusqu'aux 20 000 habitants au kilomètre carré de Paris, ou même les 9 000 habitants au kilomètre carré des Hauts-de-Seine. Vous voyez par exemple que la métropole de Lyon, c'est 2500 habitants au kilomètre carré. Hein. Les Bouches-du-Rhône, c'est 400. Vous avez ici d'ailleurs le département du Rhône hors Lyon, qui est resté un département urbain, puisqu'il a, 235 000 habitants pour une superficie extrêmement réduite qui doit faire à peu près 1500 km². Le département résiduel du Rhône est un département tout petit. Et d'ailleurs, le département du Rhône lui-même était un département tout petit. C'est le poids de l'histoire. Hein, je fais une parenthèse pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. En 1793, la ville de Lyon s'est rebellée contre la Convention. Ils étaient girondins à Lyon, hein, donc ils ont soutenu les Girondins quand ils sont tombés, etc. Et donc la Convention a pris d'assaut la ville et l'a débaptisée. Ça n'a pas duré, ça a duré que 2 ans. Et puis elle a surtout découpé le département de Rhône-et-Loire en créant le département de la Loire. Bon, donc pour vous montrer simplement que le Pays d'Arles, s'il existait demain, sous forme départementale, il serait comme ça. Il serait un département rural, parce qu'évidemment, la Camargue, la Crau, c'est très peu peuplé, même les Alpilles, ça l'est pas énormément, donc on serait à 75 habitants au kilomètre carré. Alors on va en venir maintenant, oui, je vous écoute. Comme vous avez dit qu'on peut vous interrompre. Bien sûr, allez-y. Vous avez fait 3 solutions. Oui. Moi j'ai toujours entendu parler de 4. Allez-y. Et la 4e, elle est encore ressortie dans la presse cette semaine, par le président de région, qui essaie de se l'accaparer a priori, mais j'ai entendu depuis le printemps. La 4e solution consiste à ce que la métropole fusionne avec le département sur son territoire, et que le département amputé de la partie métropole continue à exister pour exercer ce rôle sur les 3 intercos du Pays d'Arles qui restent inchangés. Alors, ça pose un problème de gouvernance. Bon, ça pose un problème de gouvernance. Bon, pourquoi? Comprenons-nous bien, c'est quoi un département? Un département, c'est un territoire, c'est des compétences, et c'est une instance décisionnelle. Dans tous les départements, sauf 2, à savoir Paris et Lyon Métropole, vous avez des élections cantonales. Et donc vous avez une instance départementale qui prend des décisions. Bon. Si maintenant le projet de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône se réalise sur l'ensemble des territoires, donc il y a une fusion intégrale. Bon, supposons que les problèmes de Pertuis et de Saint-Zacharie soient réglés, soit ils sortent de la métropole,
soit on découpe les frontières du département, il faut un décret en Conseil d'État. Quelle est l'instance décisionnelle du département des Bouches-du-Rhône dans le projet de Madame Vassal? Eh bien, c'est le conseil communautaire qui va siéger de la métropole, le conseil métropolitain, pardonnez-moi, qui va siéger en formation intercommunale, et puis à un autre moment de la journée, de la semaine ou du mois, en formation départementale. Quand il va siéger en formation départementale, il va prendre des décisions. Il va dire, avant le 15 avril de chaque année, je fixe le taux de foncier bâti pour le département des Bouches-du-Rhône. Je définis un certain nombre de choses qui évidemment intéressent beaucoup de monde, à savoir les subventions que je verse. Je définis ce que je fais en matière de voirie, par exemple, etc. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui correspond à des décisions. Si aujourd'hui, nous sommes dans l'option numéro 3, alors dans cette option numéro 3, d'ailleurs, il y aurait 3 et 3 bis. Je n'ai pas retenu, et je vais venir sur votre 4, je n'ai pas retenu le 3 bis, parce que le 3 bis, ce serait le schéma que je vous ai décrit en imaginant qu'il se réalise dans la Gironde ou dans le Nord. Vous voyez, par exemple, si dans le Nord, il y avait fusion de la métropole de Lille avec le département du Nord sur son territoire, le département du Nord n'aurait plus de continuité territoriale. Vous auriez une partie nord du Nord, si vous voulez, autour de Dunkerque, et vous auriez une partie sud du Nord, autour de Valenciennes, de Douai, etc., de Cambrai ou de Maubeuge. Bon. Et donc, il y aurait probablement 2 départements parce qu'il y a la population pour le faire. C'était d'ailleurs un projet de Jean-Louis Borloo, quand il était maire de Valenciennes. Il voulait créer un département du Hainaut et il n'a jamais obtenu gain de cause pour le faire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'imagine que les élus, encore une fois, ils pourront s'exprimer de ce territoire, se sont dit, si jamais on y va, pardonnez-moi l'expression, comme les curiaces, à 3 séparément, en disant on va installer un nouveau département là quelque part ici à Arles et le sous-préfet d'Arles va devenir préfet du département Pays d'Arles, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, eh bien a priori ça ne passera pas. Parce que tous ceux qui ont voulu créer des départements en France, relativement récemment, ont échoué. Vous avez eu l'idée d'un département basque. Vous savez que le Pyrénées-Atlantique, c'est à la fois Pays basque et le Béarn. Donc il y a quelques différences. Hein. Vous avez eu un projet donc, de Borloo de créer un département du Nord. Vous avez eu un projet de créer un 2e département sur l'île de la Réunion. Et pourtant, il y avait la population. Saint-Pierre voulait devenir préfecture. Ça a échoué. Et puis, anecdotiquement, vous aviez le projet de l'ancien maire de Brive, Charbonnel, qui voulait créer un département de la Vézère en dépeçant la Corrèze et la Dordogne. Tous ces gens-là ont échoué. Donc il n'y a pas forcément de volonté de créer de nouveaux départements. C'est aussi pour ça que le fait de simplifier en mettant 3 communautés a peut-être plus de sens. Alors maintenant, je reviens sur le projet numéro 4. Vous me dites, on pourrait très bien imaginer un département des Bouches-du-Rhône maintenu avec des intercommunalités différentes. Je pose la question, quelle est la gouvernance? C'est-à-dire, qui décide du taux de foncier bâti? Qui décide de la politique départementale? Comment se fait l'équilibre? Quelle est l'assemblée décisionnelle? Est-ce que ce sont des élections cantonales? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple. Hein. Moi, ce que j'ai compris, oui. cette est défendue aussi bien à droite que par la gauche. Donc, c'est que le département, on ne crée pas un nouveau département, justement. Le département reste, il est juste imputé sur le territoire de la métropole de ses pouvoirs. Mais le département tel qu'il est, il reste pour nos 3 intercoupes. Et c'est ce qu'ils appellent une fusion partielle. Donc la métropole et le département fusionnent partiellement, à titre expérimental. Et si le résultat est probant, ils envisageraient éventuellement... Alors, je vais compléter votre propos. Aujourd'hui, le département des Bouches-du-Rhône, tout comme l'ensemble des autres départements qui ont une métropole sur leur territoire, ont déjà été amputés d'une partie de leurs compétences. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la voirie, ils n'ont plus le fonds d'aide aux jeunes, ils n'ont plus le fonds non plus du logement, et il y a un certain nombre de compétences au choix qui ont pu être transférées ou pas transférées. Si demain le département des Bouches-du-Rhône n'exerce plus aucune compétence sur le territoire de la métropole, le périmètre de la métropole tel qu'il est aujourd'hui, mais qu'il y a une instance décisionnelle extérieure, je ne vois pas comment on pourrait arriver à maintenir un seul département. Ça veut dire que la métropole prendrait des décisions sur une instance qui n'existe plus en tant que telle. C'est-à-dire que c'est le conseil communautaire
c'est le conseil métropolitain, pardonnez-moi, qui prendrait des décisions sur la partie est du territoire. Qui prendrait des décisions sur la partie ouest? Le département existant. Donc ça veut dire un autre département. Non mais, ce que je veux dire, c'est que... Oui. Je peux juste, pardon Michel, la proposition du président de région, et vous avez raison, c'est ne s'arrête pas qu'à une histoire de compétences. En fait, ce que demande le président de région, c'est du temps. Donc, la première des choses, c'est de dire il y a un mandat donné à la présidente du département métropole, puisque l'ordre c'est la même, sur le temps de travailler sur un horizon de 2022-2026, ce qui correspond à ce que dit Michel, c'est-à-dire les élections cantonales, pour dire sur ce temps-là, on reste comme on est, c'est-à-dire la métropole aujourd'hui existante, le département existant et le Pays d'Arles qui a le temps de se structurer en une seule intercommunalité, parce que c'est bien là le souci, c'est bien de peut-être aujourd'hui à 3 pour revendiquer l'option 3, c'est-à-dire des compétences départementales qui pourraient nous être données en forme de statut particulier, et donc organiser le département de aujourd'hui à 2026 pour qu'in fine, où on soit sur un périmètre départemental fusionné totalement avec la métropole, scénario 1, ou alors des compétences à statut particulier du département qui retomberaient sur la partie du Pays d'Arles. Voilà ce que, le communiqué étant celui-ci, la proposition au préfet, puisque en fait c'est un communiqué de presse, mais c'est la proposition du préfet au président de région qui correspond de toute façon à un temps qui est celui du mandat de 2020 à 2026, en disant aujourd'hui, de toute façon aujourd'hui, même sur le périmètre de la métropole, le département et la métropole et les communes ne sont pas prêts à fusionner, puisque les difficultés étant qu'il faudrait le faire à marche forcée avant la fin de l'année. Voilà, en fait, c'est gagner du temps pour organiser un schéma un peu particulier et qui pour nous, enfin pour moi, parce que en toute objectivité, voilà, pour moi, qui est de dire, ça vient alimenter pour me dire c'est possible. Et l'option 3, globalement, est possible parce que si on récupère, dans le cadre d'une fusion métropole, une disparition du département, pas limite administrative, compétences collectivité, la métropole pourrait récupérer les compétences du département, et si nous avons un statut particulier, exactement une toute petite métropole en fait, à l'échelle du pays-là, on pourrait récupérer sur cette partie-là, nous aussi, les compétences du département. Mais voilà, le président de la région dit, moi je pars du principe que ce territoire est un territoire d'interface entre le Gard, le Vaucluse et la métropole, donc il n'a pas à être noyé dans un périmètre métropolitain qui aujourd'hui n'est pas efficient, et deuxièmement, gagnons du temps et travaillons le projet de territoire. Je pense que c'était juste sur ce temps-là, de 2020 à 2026. J'ai compris que c'était une option qui était favorable. Transitoire. Tout à fait. C'était une idée transitoire. La différence dans l'exercice des compétences, si vous voulez. Oui. Est-ce que la métropole pourrait déléguer au Pays d'Arles une compétence obligatoire? Des quoi? Des départements? Oui, que la métropole délègue au département ou... Si vous voulez... Non, mais la question qui se pose aujourd'hui, bon, comme je vous l'ai dit, une loi, parce que Lyon, ça a été une loi spécifique. Paris, ça a été une loi spécifique. La création de la métropole Aix-Marseille-Provence, ça a été aussi une loi spécifique, avec les conseils de territoire qui ont une durée de vie limitée dans le temps, mais qui ne vont pas aussi loin que ce qui peut exister avec les établissements publics territoriaux en région parisienne. Tout est possible. Moi, je veux dire, on me dit la métropole va rendre des compétences aux communes. Je me dis, oui, une loi peut très bien le dire. Cette loi irait à l'encontre de ce qu'a été la loi MAPTAM d'affirmation des métropoles. Parce que la loi MAPTAM a créé, pour être tout à fait clair, la loi MAPTAM a créé un cadre avec des métropoles obligatoires. C'est-à-dire au minimum, à l'époque, 600 000 habitants, etc., dans un bassin de vie. Bon. Et puis, il y avait des métropoles facultatives. La première métropole facultative qui a sauté le pas, c'est Montpellier. Bon. Et depuis, vous en avez beaucoup d'autres, puisque des agglomérations moyennes, par exemple, comme Nancy ou comme Tours, sont devenues des métropoles. Ça fait parfois un petit peu plaisanter à l'étranger, parce qu'on se dit, une métropole, est-ce que c'est pas quand même quelque chose qui doit peser en Europe?
Quand vous êtes dans un endroit où il y a, en raclant les fonds de tiroir, vous arrivez à 400 000 habitants, c'est quand même un petit peu limite, en allant chercher très loin. Bon. Maintenant, si j'en viens à ça, dans le schéma dans lequel il y a deux départements, vous avez deux budgets. Et dans le budget, il y a un partage. Ce partage, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passerait ici, encore une fois, je n'ai pas vu la comptabilité analytique, mais ce qui se passe à Lyon, c'est qu'il verse 80 millions chaque année au Rhône. Et le Rhône fait son budget pour son territoire. On pourrait imaginer, on peut faire non pas de la politique, mais de l'institution fiction, on pourrait imaginer qu'il y ait une assemblée métropolitaine, une assemblée communautaire des 3 communautés fusionnées du Pays d'Arles, et puis que, de temps en temps, ils se réunissent ensemble pour débattre des questions départementales. Dans ce cas-là, comme vous connaissez la hiérarchie des populations, je ne pense pas que le Pays d'Arles aura beaucoup de poids dans un ensemble comme celui-là. Ceci n'existe pas aujourd'hui sur le territoire, mais une loi pourrait très bien le définir. Je pense que c'est moins confortable pour votre territoire que d'avoir son propre budget et dans lequel il y a un transfert permanent qui a été fait comme ça a été fait à Lyon. Parce que ceux qui disent aujourd'hui le Pays d'Arles, vous n'avez pas Cadarache, vous n'avez pas Rousset, vous n'avez pas toute la pétrochimie qu'il y a autour d'Étang-de-Berre, oui, mais de la même manière, le Rhône rural, enfin, je l'appelle le Rhône rural, le Rhône ouest si vous voulez, il n'a pas non plus tout ce que l'on peut trouver dans la métropole lyonnaise, mais on lui a transféré le delta de ressources. Parce que la loi la régit. Ce qu'ont fixé les élus, et ce qui est dans la loi, c'est que l'épargne nette, alors c'est un concept de comptabilité, mais qui, je veux dire, c'est quoi? Je ne sais peut-être pas ce que j'aurais mis si on m'avait demandé mon avis à ce moment-là, je n'étais pas dans le truc, mais c'est simplement l'excédent de fonctionnement net du remboursement de capital de la dette des deux départements en 2015 doit être identique. Bon, et donc depuis, après chacun vit sa vie. Il y a des gens qui peuvent être mieux gérés que l'autre, que le voisin, mais au départ, identité des situations financières. Je pense que ce serait forcément, avec peut-être des concepts légèrement différents, mais ce serait forcément la même chose. On ne peut pas imaginer qu'en ayant 90%, je cite des chiffres comme ça au hasard, 90% des recettes et 70% des dépenses, on dise bah vous êtes le Biafra et vous vous démerdez. Non, il y aurait forcément un partage. C'est comme ça d'ailleurs que ça se fait dans le cadre aujourd'hui des scissions intercommunales. Vous avez une commune qui sort d'une intercommunalité, mais on fait les comptes aussi, qui rentre dans une autre, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et dans le cas où les gens ne sont pas d'accord, c'est le préfet qui tranche. Et vous avez toujours des recours, évidemment. Alors, donc c'est pour ça que si vous voulez, le schéma où on va dire il y a un département, et ce département c'est l'addition de deux instances juridiques, un conseil métropolitain et un conseil communautaire, moi je veux bien, la loi peut le dire, simplement je n'imagine pas que le conseil communautaire qui représentera 7 ou 8% de la population ait son mot à dire sur un partage qui se ferait sur le territoire. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt des habitants de ce territoire d'avoir une instance dans laquelle on est extrêmement minoritaire et qui définit comment on coupe les parts du gâteau. Alors, on va venir à la fiscalité. Je vais commencer par la taxe d'habitation, tout en sachant que la taxe d'habitation va disparaître, vous le savez tous, on ne sait pas à quelle date exactement. Le gouvernement, pour honorer une promesse du candidat Macron, avait décidé de supprimer 80% de la taxe d'habitation, ou plus exactement, la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, mais qui représente à peu près 50% du produit, parce que les 20% qui sont les plus aisés représentent 50% aussi du produit. Donc cette tranche de suppression de la taxe d'habitation s'est engagée cette année, en 2018. Elle se poursuit en 2019, on est à 65% en cumulé, et en 2020 à 100%. Mais le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a examiné le projet de loi de finances pour 2018, a fait savoir qu'il ne serait pas pertinent de conserver un impôt qui ne serait payé que par 20% des contribuables, ce qui oblige le gouvernement à supprimer définitivement la taxe d'habitation, ce qui lui pose un problème d'équilibre budgétaire qui est extrêmement clair. C'est que ça lui coûtait 10 milliards de faire sauter pour 80% des contribuables, ça risque de lui en coûter 18 ou 19 pour le faire sauter pour tous les contribuables. Et ces 8 ou 9 milliards, il ne les a pas aujourd'hui. Parce que Mme Jacqueline Gouraud,
aujourd'hui ministre des collectivités de plein exercice, mais au mois de janvier dernier, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, avait fait savoir qu'il lui paraissait logique de créer un nouvel impôt, mais elle a été démentie dès le lendemain, à la fois par Bruno Le Maire et par Édouard Philippe. Donc il n'est pas prévu de nouvel impôt, ce qui veut donc dire aussi que le gouvernement va essayer de retarder le plus longtemps possible. Comprenez bien que l'équilibre des finances de l'État est quand même assez précaire, donc il va essayer de retarder la phase finale, si je peux dire, de suppression de la taxe d'habitation. Donc tout ce que je vous dis sur la taxe d'habitation est évidemment jusqu'à extinction définitive de l'impôt. Parce qu'après, on n'en parle plus. Au début, vous avez un dégrèvement, et au plus tard, en 2022, peut-être 2023, il y aura suppression définitive de l'impôt. Donc évidemment, ça relativise les chiffres qui sont là. Donc aujourd'hui, si, sur la taxe d'habitation, s'il y a une fusion à l'intérieur des 3 communautés du Pays d'Arles, les taux sont très proches, 10,22, 9,98, 9,97, donc le taux de taxe d'habitation après fusion est à 10,09. S'il y a une fusion avec la métropole, la métropole est à un taux de 11,69. Comme les bases sont évidemment beaucoup plus importantes parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de logements sur le territoire est que sur le territoire ouest, la moyenne pondérée, elle se fixe à 11,54, c'est-à-dire très près des 11,69. Bon, donc évidemment, ça ferait une augmentation. Je pense que, pour être très clair, cette augmentation, a priori, vu le délai pour lequel ça serait mis en place, vous y couperez, parce qu'entre-temps, l'impôt aura disparu, sauf bouleversement par rapport à ce qui a été annoncé. Donc je passe aussi sur les abattements qui, évidemment, sont les abattements pour charges de famille ou à la base, qui sont liés à la taxe d'habitation, mais s'il y avait une question, j'y reviendrai. J'en viens maintenant au foncier bâti. Cet impôt-là, évidemment, il ne va pas disparaître. Il est même d'ailleurs prévu, en tout cas c'est une orientation. Je précise qu'en ce moment, il y a le projet de loi de finances qui est en discussion au Parlement, hein, mais concernant le panier fiscal, il est prévu un projet de loi au premier semestre 2019. Donc on ne sait pas encore ce qui sera décidé. En tout état de cause, ce qui est aujourd'hui envisagé, c'est que les départements transfèrent leur foncier bâti au bloc communal, commune et ou intercommunalité, et que les départements aient en contrepartie une fraction de CSG. Ce qui ne changera pas la CSG que vous aurez à payer, mais simplement c'est l'État qui la cédera au département pour compenser le fait que le foncier bâti départemental deviendra un foncier bâti communal. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de taxe sur le foncier bâti levée par aucune des 3 intercommunalités du Pays d'Arles. Le foncier bâti est levé uniquement par les communes et par le conseil départemental. Alors, ce n'est pas le cas sur la métropole Aix-Marseille-Provence, puisque vous avez un taux de foncier bâti de 2,59. Donc là, on peut considérer que s'il y a une fusion, eh bien, il y aura une harmonisation qui se fera au plus tard en 12 ans, et qui est sur la base actuelle de la hiérarchie des bases fiscales. Hein. C'est comme si vous voulez, si je peux prendre un exemple, pardonnez-moi, mais c'est comme des examens à l'école, vous avez des notes aux matières et puis vous avez des coefficients. Donc si vous avez un coefficient qui est 5 sur les maths et 1 sur l'éducation physique, c'est sûr que ça pèse beaucoup plus la note en maths. Là, c'est pas le coefficient, c'est les bases. Évidemment, il y a beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de bases de foncier bâti à Marseille, Aix et consorts que sur votre territoire. Donc le taux sera 2,35. Oui. Ça ne se substitue pas aux communes à ce moment-là? Ah ben non, alors les communes, elles font ce qu'elles veulent. Ils ont une taxation commune, une taxation métropole Alors, vous avez des impôts qui sont levés par plusieurs familles de collectivités. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Autrefois, quand on a créé ce qu'on appelait la taxe professionnelle unique, le principe était le suivant. La taxe professionnelle va intégralement à l'intercommunalité et les impôts qu'on appelle ménages, c'est-à-dire la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non bâti, même si les entreprises payent aussi du foncier bâti, vont intégralement aux communes. Ça, c'était la philosophie de 1999. Bon. Néanmoins, on a donné la possibilité aux intercommunalités de mettre des taux additionnels de taxe d'habitation et de foncier bâti, et de foncier non bâti. Cette possibilité, elle était utilisée uniquement par les entités intercommunales qui avaient, pardonnez-moi l'expression, du mal à boucler leur fin de mois, c'est-à-dire qui avaient des situations financières précaires. Ce qui était le cas de l'ancienne communauté urbaine de Marseille. Au moment où il y a eu la fusion imposée par l'État,
donc il y a maintenant 4 ans, 3 ans, c'était décidé en 2015 et ça a été appliqué au 1er janvier 2016. Donc au 1er janvier 2016, donc ça fait presque 3 ans, la métropole, enfin la communauté urbaine ex-Marseille-Provence avait un taux à la fois additionnel sur la taxe d'habitation et sur le foncier bâti et le foncier non bâti, et aucune des 5 autres communautés ne l'avait. Moi à l'époque, je vais vous dire, je travaillais pour le Pays d'Aix, j'avais une mission pour le Pays d'Aix, je leur ai dit, il y a un moyen d'éviter cette inflation, c'est de faire un mouvement de yo-yo avec les communes. C'est-à-dire que les communes en dehors de Marseille, c'est-à-dire les 5 autres communautés, baissent leur taux de foncier bâti et de taxe d'habitation, et la nouvelle métropole leur verse une compensation budgétaire. Il fallait l'unanimité des 92 communes pour en décider, parce que c'est un point sur lequel le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont très vigilants. Toujours est-il, je vous dis très clairement les choses comme elles se sont passées, ils se sont tellement battus entre eux sur le plan juridique. Vous vous souvenez peut-être que dans un premier temps, les communautés avaient contesté l'élection de Jean-Claude Gaudin comme président de la métropole, etc. Donc ils ont été devant les tribunaux. Les questions fiscales sont passées à l'arrière-plan, et donc ça ne s'est pas produit comme ça. Et donc on leur a imposé une augmentation des taux de taxe d'habitation et de foncier bâti. Alors, pour être tout à fait clair, ces principes dont je vous parle nécessiteraient l'unanimité des 121 communes. Ils sont techniquement possibles. Je ne sais pas du tout comment ça se passerait dans l'hypothèse. Vous voyez, quand vous avez des augmentations de taux de foncier bâti, oui, vous pouvez techniquement les gommer. C'est-à-dire que les communes baissent leur taux et la communauté, la métropole, leur verse une attribution de compensation, parce que si la commune baisse son taux, c'est sûr qu'elle a beaucoup moins d'argent dans son budget, donc il faut qu'on l'indemnise. Il faut l'unanimité des communes pour y arriver. Ça ne s'est pas produit à 92. Est-ce que ça se produira à 121? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la technique existe. Oui, je vous en prie. Dans votre tableau, là, les 2,59% que reçoit la métropole en tant que taxe foncière, le foncier bâti, est-ce que le département en reçoit aussi, ou c'est le total, ça? Ah non, mais le département, il lève exactement le même taux de foncier bâti sur l'ensemble de ces 5500 km² et de ces 119 communes. Donc ça c'est en plus, donc? Mais bien évidemment, bien sûr que c'est en plus. Comprenez bien que vous soyez demain dans le schéma actuel, que vous soyez dans un département réunifié avec, disons, la métropole et l'ensemble des communes, ou dans 2 départements qui prendraient les mêmes décisions ou qui hériteraient des mêmes décisions, vous avez le même taux départemental. La seule chose qui changerait, s'il y a 2 départements, c'est qu'ils prennent chacun des décisions fiscales sur la part départementale. Mais évidemment, la part départementale, elle est en plus. Donc les métropolitaines paient 2,59%. Quand vous avez des rôles d'imposition, vous avez des colonnes de couleurs. Vous avez une colonne qui s'appelle commune, vous avez une colonne qui s'appelle communauté, vous pouvez même avoir une colonne qui s'appelle syndicat intercommunal, et puis vous avez une colonne département. Et puis je parle du foncier bâti, vous avez la TOM en plus. Parce que la TOM, c'est aussi sur les bases, la taxe d'enlèvement de ménagères, c'est aussi sur les bases du foncier bâti. Donc tous les taux s'ajoutent. La différence entre un habitant d'Arles, par exemple, et un habitant d'Aubagne, d'Aix, de Marseille ou de Salon, eh bien, la part intercommunale sur le foncier bâti est à 2,50. Évidemment, elle est à 0 sur l'ensemble de votre territoire. Oui. Donc là, pour calculer les 2,35, vous avez pris la somme totale collectée aujourd'hui sur la métropole. Exactement. Vous avez divisé sur le plus grand nombre d'habitants. Exactement. Voilà. Je pars du principe, si vous voulez, si les 4 territoires avaient les mêmes bases fiscales, ben j'aurais 2,59 divisé par 4. Mais comme il n'a échappé à personne que, sans dire des méchancetés, dans ce endroit merveilleux qui est la vallée des Beaux-Alpilles, il n'y a pas les bases foncières que vous avez sur le Grand Marseille, ben automatiquement, si vous voulez, la pondération est gigantesque à côté de ça. C'est pour ça que ça fait 2,35 en moyenne. Bon, sur le foncier non bâti, fusion du Pays d'Arles, 2,36. Donc je rappelle que c'est les terrains qui ne sont pas bâtis aujourd'hui. Hein. C'est 2,36. Généralement, les bases sont très faibles dans le milieu urbain. Hein. Bon. Et si vous mettez avec Marseille, on passe à 2,60.
Je dirais que là, il n'y a pas de vrai débat, parce que les bases de foncier non bâti sont quand même assez modestes. Le débat, il est sur le foncier bâti. Bon, et là, je vous explique la neutralisation. C'est ce que j'ai répondu à vos questions. Oui, il y a une possibilité. Je vais être encore plus clair. Cette possibilité, évidemment, moi, je suis allé trouver la DGCL. On va les voir régulièrement, je les vois 4 fois par an. Et il y a 3 ans, et pas uniquement pour Marseille, encore que mon contact à l'époque, c'était Christian Bouchery, qui était le directeur général de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix. J'ai posé la question pour Marseille, mais j'ai posé la question en général, parce qu'il y a plein d'endroits où ça se pose, dans toute la France. Et la sous-directrice des finances locales à la DGCL m'a dit « Écoute Michel, nous sommes coincés entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État examine les textes en amont, et le Conseil constitutionnel, évidemment, les examine, le cas échéant, pour les censurer en aval du vote de la loi. Et ce qu'on appelle les attributions de compensation, c'est-à-dire que ce sont des versements qui sont faits de l'intercommunalité vers les communes, sont regardés avec beaucoup de prudence. Pourquoi ? Parce que c'est l'indemnisation, au départ, des bases d'anciennes taxes professionnelles. Et ce que veut éviter les plus hautes instances juridiques de notre pays, c'est qu'il y ait des règlements de compte. C'est-à-dire qu'il y ait N-1 commune de droite qui lèse une commune de gauche, ou N-1 commune de gauche qui lèse une commune de droite, en disant on a partagé les bases, et après on vous ratiboise. Donc il demande l'unanimité sur ces décisions. Alors on a légèrement assoupli les textes, mais à l'extrême marge. On n'a pas obtenu gain de cause sur ce plan. Et c'est pour ça que ça a énormément de mal à se faire. J'ai des cas de figure dont je ne peux évidemment pas vous donner le nom, mais j'ai un cas de figure en Ile-de-France avec de grands élus. Eh bien, quand il y en a qui ont une aubaine, parce qu'ils vont pouvoir baisser leur taux chez eux, en les forçant la communauté voisine à augmenter, ben, ils ne voteront jamais. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand vous êtes sur le Grand Marseille et que vous êtes à 2,59, vous allez passer à 2,35, c'est quand même plus sympathique d'être à 2,35 qu'à 2,59. Donc vous n'allez pas forcément dérouler le tapis rouge à ceux qui veulent le système de neutralité. Donc il y a beaucoup de cas de figure où l'unanimité, on ne l'obtient pas. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passerait. J'ai eu un cas de figure, pour vous donner un exemple, j'ai eu un cas de figure où on a obtenu l'unanimité. C'était pour une communauté de communes en Dordogne, il y a quelques mois. La communauté de communes était dans une situation financière épouvantable. Donc elle avait augmenté ses taux parce qu'ils avaient, disons que les communes avaient triché quelques années auparavant quand ils avaient chiffré les transferts. Bon. En se disant, c'est le roi de Prusse qui paye. Le roi de Prusse, c'était leur instance intercommunale. Donc leur instance intercommunale était surendettée. Elle a dû augmenter ses taux en 2017. Et on a fait une opération de révision pour 2018. On a organisé le 9 mars dernier une réunion ouverte à tous les conseillers municipaux, je crois que c'était un samedi, et on leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils votent à l'unanimité, parce que s'ils ne le faisaient pas, ben, un mois plus tard, on augmentait les taux de taxes d'habitation et de foncier bâti sur l'ensemble du territoire. Et ben, ils ont compris, ils ont voté à l'unanimité. Mais c'était 16 communes rurales. Voilà, à 121 communes, je ne sais pas comment ça se passe, c'est des grosses. Alors, vous avez ensuite l'enlèvement des autos ménagères. Vous avez un taux de taxe d'enlèvement des autos ménagères qui est à 11,12 sur le territoire. Vous avez des taux qui sont ici très différents, mais vous avez un lissage possible sur 10 ans. Des taux différents peuvent coexister à condition d'être justifiés par des différences de services rendus. La métropole a 3 taux, 18,10, 11,50 et 9,50. Donc évidemment, pour regarder ce que ça donnerait, il faudrait aller plus en profondeur pour voir la manière dont serait organisé le service à l'échelle de 121 communes. Pour le moment, je vous donne ces chiffres, mais je n'ai pas d'informations sur la manière dont le service est exercé sur le reste du territoire. Ensuite, vous avez la compétence eau et assainissement. Il faut harmoniser les tarifs. Aujourd'hui, vous avez des tarifs entre l'eau et l'assainissement. Alors, ils peuvent être très différents aujourd'hui parce que la compétence n'est pas assurée par les intercommunalités. Si demain, vous êtes dans la métropole, les métropoles, comme les communautés urbaines, ont obligatoirement l'eau et l'assainissement.
Alors, moi je veux bien qu'il y ait des élus qui vous disent qu'on va rendre des compétences de proximité aux communes, mais il n'y a aucune communauté urbaine et aucune métropole qui n'a pas la compétence eau et assainissement. Mais bon, maintenant une loi peut prévoir ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, vous avez un tarif de la métropole qui est à 3,65, c'est-à-dire qui est un petit peu supérieur à la moyenne, mais Arles est au-dessus. Il y aura une harmonisation à faire dans un délai qui est généralement, on laisse à peu près 7 ans. Pourquoi on laisse 7 ans? C'est un chiffre empirique, parce que les modes d'exercice de la compétence peuvent être différents. Vous pouvez avoir dans certains cas des régies, dans d'autres cas des délégations. Quand vous avez des délégations, vous pouvez avoir des délégations qui n'ont pas la même durée. Donc la DGCL laisse du temps aux intercommunalités au moment où elles prennent la compétence pour s'adapter et pour trouver un tarif unique. Alors j'en viens maintenant, j'imagine, à ce qui concerne le plus un certain nombre d'entre vous, donc, puisque je crois que vous êtes, il y a beaucoup de représentants d'entreprises, c'est la CFE. Hein. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, c'est une des choses qui a succédé à la taxe professionnelle, l'autre étant la CVE, mais la CVE c'est un taux national, donc on ne discute pas les taux. Sur la CFE, vous avez le taux de Terre de Provence qui est à 25,67, le taux de la Vallée des Bois-Alpes qui est à 24 et le taux d'ACCM qui est à 31,11. Donc si la fusion se fait à 3, on aboutit à un taux de 28,44 avec une durée de 12 ans pour harmoniser au maximum. Généralement, les conseils communautaires choisissent la durée maximum. Donc ça fait évidemment une augmentation pour Terre de Provence et pour Vallée des Bois-Alpilles par rapport à aujourd'hui et une baisse pour les contribuables de Arles-Cros-Camargue-Montagnette. Si la fusion se fait à 4, c'est plus 28 et quelques, donc c'est plus 28,44, c'est 30,78. Puisque le taux de la métropole Aix-Marseille-Provence est à 31,02. Il n'est pas plus élevé que le taux d'Arles-Cros-Camargue, il est même légèrement plus bas, mais les bases fiscales de CFE sont évidemment colossales sur le territoire qui englobe Marseille, Aix, Rousset, tout le pourtour de l'étang de Berre, et Aubagne évidemment, et donc le poids évidemment fait que le taux moyen pondéré se situe très proche du niveau de la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors ce dont je vais vous parler maintenant est plus compliqué, mais ça nécessite une certaine attention. J'ai été beaucoup plus rapide sur ce sujet avec les élus, mais là j'en parle à des représentants d'entreprise, donc je vais vous parler de ce qu'on appelle la cotisation minimum de CFE, qui concerne, pour fixer les idées, à peu près 70% des contribuables à la CFE sur le territoire, partout en France. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Je reviens une trentaine d'années en arrière, dans les années 80. À l'époque, on ne parlait pas d'intercommunalité. Quand vous aviez sur le territoire d'une commune, vous aviez un bâtiment dans lequel s'exerçait une activité économique, que ce soit une entreprise, une SA, une SARL, ou que ce soit une profession libérale, par définition, il n'y avait pas de lit et il n'y avait pas de meubles, donc il n'y avait pas de taxe d'habitation. Si l'entreprise déclarait des bases qui étaient très modestes, soit parce qu'elle faisait de mauvaises affaires, soit parce qu'elle truandait sa déclaration, ça crée un manque à gagner pour les collectivités, pour les communes, et pas uniquement pour les communes, pour les départements et pour les régions. Tout le monde levait la taxe professionnelle à l'époque. Et donc, il a été décidé de donner la possibilité à tous les conseils municipaux de voter pour un logement de référence, c'est-à-dire une adresse sur le territoire de votre commune. Donc on va dire, par exemple, c'est le 23 rue Frédéric Mistral. J'imagine qu'il y a une rue Frédéric Mistral dans toutes les communes de Provence. Donc c'est le 23 rue Frédéric Mistral. Et le logement de référence avait une base locative, une base cadastrale. Toute entreprise qui déclarait des bases, qui l'amenait à payer moins de taxes professionnelles que ce que le logement de référence produisait en taxes d'habitation, les services fiscaux lui remontaient d'office ces bases pour qu'il paye au moins l'équivalent de la taxe d'habitation du logement de référence. Et le conseil municipal pouvait définir un logement de référence qui était soit un château, soit un clapier à lapin, soit tout standing intermédiaire entre les deux. Il faisait ce qu'il voulait. Et si le conseil municipal n'avait pas délibéré, les services fiscaux calculaient d'office un logement de référence
sur la base des 2/3 de la valeur locative moyenne du territoire. Vous avez dans les états fiscaux que reçoivent les collectivités les informations qui permettent de le calculer. Le sujet n'a pas été forcément retenu par tout le monde, loin de là, parce que beaucoup n'ont pas délibéré. Et il est devenu d'une très grande actualité en 1999, au moment de la loi Chevènement et de la constitution des communautés d'agglomération. Parce que la règle était la suivante: une communauté d'agglomération avec taxe professionnelle unique se constituait à un moment donné. La première année, les logements de référence demeuraient identiques. Et la deuxième année, les logements de référence disparaissaient et on créait un logement de référence communautaire. Et le conseil communautaire devait voter sur une adresse sur son territoire et sur un logement de référence. Il doit voter d'ailleurs, il s'agit des bases, avant le 30 septembre pour l'année suivante, parce que les taux, ça se calcule, ça se définit avant le 15 avril, les bases, ça se définit avant le 30 septembre de l'année précédente. Même chose d'ailleurs, par exemple, pour la taxe d'enlèvement des zones ménagères, c'est défini aussi avant le 30 septembre de l'année précédente. Donc, si le conseil communautaire ne délibérait pas, même tarif, même punition, les services fiscaux lui calculaient d'office une base de référence sur les 2/3 de la valeur locative moyenne. Comme les bases locatives sont beaucoup plus élevées dans le monde urbain que dans le monde rural, ça a créé quelques mauvaises surprises. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de territoires où il y a eu des augmentations de taxes professionnelles de 100 ou de 200%, sur des petites sommes, c'est vrai, mais les gens sont très sensibles au pourcentage. Ça conduit d'ailleurs en particulier à Dijon à la chute du successeur de Poujade et au basculement de la ville à gauche, pour des raisons comme celle-là. Bon. À l'époque, je suis très précis là-dessus parce que c'est important que vous voyez bien les enjeux. À l'époque, il y avait en moyenne nationale 26% des contribuables qui étaient concernés par la cotisation minimum pour 1% du produit d'ETP. Donc vous savez ce que font les élus dans ce cas-là? Ils font des cadeaux politiques qui ne coûtent pas très cher. Et donc on a mis des logements de référence plutôt clapier à lapin que, évidemment, qu'hôtel particulier. Ça, c'était vers 2000. Je passe maintenant en 2010. La taxe professionnelle disparaît, elle est remplacée par la CFE et la CVE. Nous ne parlons ici que de la CFE parce que la CVE, c'est un taux national. La CVE représente en moyenne 5 fois moins que la taxe professionnelle. Et donc, quand on a conservé les logements de référence encore pendant quelques temps, eh bien, il y avait plus 25% des contribuables qui étaient concernés, mais plutôt 65, 70, voire 80% des contribuables dans des zones difficiles, si vous voulez. Et donc, ça commençait à peser plus lourd. On a dit à l'époque aux élus, c'est la loi de finances de 2010, au lieu de fixer un logement de référence, vous allez fixer une base minimum. Attention, ce n'est pas ce graphique-là. Ce graphique-là, oui, c'est pas ce graphique-là. Ce graphique-là, il est apparu quelques années plus tard. Vous allez fixer une base minimum qui sera au minimum à 200 €. Aujourd'hui, c'est 220 parce que ça a été actualisé par l'inflation. Et au maximum, on avait dit à l'époque 2000 €. Je vais faire un petit calcul. Quand vous avez un taux de CFE de 25%, il y a 28 en moyenne sur votre territoire, eh bien, si c'est 200 €, vous faites royalement un chèque de 50 € au mois de novembre, donc ça va, c'est encore sympathique. Si c'est 2000 €, ça passe à 500 €, c'est pas encore la mort de petit cheval. Là-dessus, il y a eu un coup de Trafalgar, parce que le Conseil constitutionnel a blackboulé une partie du texte qui avait été voté en loi de finances, en supprimant les recettes des professions libérales. Peut-être, j'imagine qu'il y a des professions libérales parmi vous. Donc à l'époque, quand on avait moins de 5 salariés, on payait une fraction de la taxe professionnelle sur les recettes. Et le gouvernement, à l'époque, c'était le gouvernement Fillon, a maintenu les recettes. Et le Conseil constitutionnel lui a blackboulé au motif d'une rupture d'égalité, parce que à moins de 5 salariés, c'était les recettes, à plus de 5 salariés, c'était les équipements, on faisait sauter les équipements, donc on ne pouvait pas avoir une rupture d'égalité entre les professions libérales qui avaient moins de 5 salariés et ceux qui avaient plus de 5 salariés. Fureur des associations d'élus, qui se tournent vers le gouvernement. L'ADCF, ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'Assemblée des communautés de France, bon, et une autre association qui s'appelle France Urbaine aujourd'hui, interpelle le gouvernement et demande des recettes de remplacement. Le gouvernement n'allait pas, évidemment, remettre quelque chose qui avait déjà été descendu en flammes par le Conseil constitutionnel, ils ne sont quand même pas idiots à ce point-là, donc ils ont essayé de trouver autre chose. Et ils ont dit, à l'époque,
Eh bien, puisque ce sont les professions libérales qui gagnent beaucoup d'argent, en passant de la taxe professionnelle à la CFE, vous allez avoir le droit de les assaisonner. Ce n'est pas écrit comme ça dans le texte, mais je vous résume hein, pour simplifier. Et par exemple, si vous voulez, un chirurgien dentiste ou un radiologue avait pu avoir division par 5 en passant de la taxe professionnelle à la CFE. Donc il leur a dit, eh bien écoutez, si l'entreprise fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires ou de recettes, je vous autorise à mettre la base minimum à 6 000 euros. Là, c'est plus le même paysage, parce que 6 000 euros que multiplie 25%, ça fait quand même 1 500 euros par an. Et ce à quoi ils n'avaient pas pensé à l'époque, c'est qu'on ne peut pas distinguer entre les professions libérales et les sociétés. Donc une profession libérale qui fait 100 000 euros de recettes peut faire 80 000 euros de résultats. Une société de l'agroalimentaire qui a 105 000 euros de chiffre d'affaires, elle peut avoir 95 000 euros de charges, elle a plus que 10 000 euros de valeur ajoutée. Et quand vous lui demandez de vous payer 1 500 ou 1 800 euros, là, les gens viennent manifester avec des banderoles devant les hôtels communautaires. Et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes en 2012. À Montpellier, par exemple, à Orléans, etc. Je ne sais pas s'il y en a eu ici, peu importe. Bon. Et donc, rétropédalage, hein, on a permis aux gens d'annuler leurs décisions, et on a abouti à cette courbe-là. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui a été voté en 2014 et qui s'applique aujourd'hui. La seule chose qui change, vous avez toujours un minimum qui est à 200, plus l'inflation, et vous avez des maximums qui dépendent du chiffre d'affaires ou des recettes de l'entreprise. Vous ne pouvez pas mettre plus de 500 euros de base minimum quand l'entreprise fait moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas mettre plus. Donc vous êtes tenu entre la barre marron et la succession des barres bleues. Tous ceux qui avaient pris dans le passé des décisions qui les amenaient à être au-dessus des nouveaux seuils ont été d'office rabotés par les services fiscaux au niveau des seuils. Et donc ce sont évidemment des choses qui sont importantes parce que ça concerne, comme je vous l'ai dit, 70-75% des entreprises dans des territoires difficiles. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont concernés. Alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça, c'est la cotisation minimum, ce n'est pas la base. Donc c'est le taux multiplié par la base. Vous voyez par exemple que sur la métropole d'Aix-Marseille, on a 158 euros. Ça correspond très exactement à 500 euros de base minimum. On est au plafond possible, ce qui n'est pas énorme, 500 euros. Et donc multiplié par le taux, c'est à 158. Disons que toutes les collectivités ici ont fixé une base minimum à 500. Et donc ça conduit à des écarts qui correspondent uniquement aux différences de taux. Là où ça devient extrêmement différent, et donc si par exemple il y a une fusion qui se fait sur le Pays d'Arles, donc on prend uniquement ces trois-là, eh bien on est à 146. Et vous voyez qu'en revanche, les trois collectivités de ce territoire, du Pays d'Arles, ont fixé des taux relativement modestes pour les tranches supérieures, c'est-à-dire entre 10 000 et 32 600 euros de chiffre d'affaires, entre 32 600 et 100 000, entre 100 et 250 000. Là où par contre vous avez des écarts très importants, c'est ce qui se passe sur la métropole Aix-Marseille-Provence. La communauté qui résulterait d'une fusion entre les quatre entités, elle serait à 157 au lieu de 146 pour moins de 10 000, ce n'est pas un écart énorme. À 314 au lieu de 205, c'est-à-dire 50% plus sur la tranche entre 10 000 et 32 600. Mais en revanche, on passe au double, on passe au triple et on est au quadruple pour les tranches supérieures. Donc c'est un des éléments qui est le plus important. Je ne sais pas du tout, évidemment, ce que déciderait le Conseil métropolitain pour tenir compte de l'entrée du Pays d'Arles. Mais comme le Pays d'Arles est extrêmement faible en population et donc en nombre d'élus qui le représenteraient dans une instance beaucoup plus importante, je n'imagine pas que ces chiffres-là puissent être modifiés. Parce que, bien entendu, si on les modifie pour l'ensemble du territoire. Vous ne pouvez pas avoir un truc à la carte avec une partie sur Marseille, une partie sur Aubagne et une partie sur Arles ou sur Saint-Rémy. Voilà, donc je vous parle de ça, c'est un sujet technique, mais c'est aussi un sujet très politique aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis 10 ans, et ces évolutions sont des réponses à des manifestations de socioprofessionnels qui ont été assez éclatantes dans certaines villes, au point de permettre aux communes de rétropédaler et d'annuler leurs délibérations précédentes. Voilà. Alors ensuite, vous avez le coefficient de TASCOM, qui est... il n'y a pas de très grande différence. La TASCOM, c'est ce que payent les grandes surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés. L'État a cédé la TASCOM au bloc local en 2010 parmi la compensation de la perte de la taxe professionnelle.
elle leur a cédé avec un taux de 1 et elle autorise l'ensemble des territoires à majorer ou minorer, le minorer est à retenir avec évidemment de manière théorique, personne ne l'a fait, le taux. Donc aujourd'hui, Terre de Provence a multiplié par 15 a augmenté de 15%, la métropole de 5%, les autres n'ont pas bougé. Voilà, donc il y aura une harmonisation des coefficients. Un autre point qui est par contre lui très sensible, ça c'est pas très sensible, mais là qui est très sensible, c'est le versement transport. Le versement transport est perçu dans les agglomérations qui ont évidemment mis en place une mobilité. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais compte tenu du coût du transport et du fait qu'en France, on demande relativement peu à l'usager et on fait payer par le contribuable, si vous voulez prendre un point de comparaison, regardez par exemple, aujourd'hui dans toutes les agglomérations, un ticket de bus, de tram ou de métro, quand il y en a, coûte entre 1 et 2 euros. À Londres, où c'est vraiment le prix coûtant, c'est 4 livres, hein, le prix du métro de Londres, pour vous montrer la différence. Donc évidemment, c'est le contribuable qui paye la différence, et ce sont les entreprises. Vous avez un taux de versement transport qui aujourd'hui est à 0,80 sur ACCM, et qui est à 2% sur Marseille, parce qu'il y a un métro et un tramway. Là où évidemment le débat peut être posé, c'est que dans toutes les agglomérations qui ont une certaine taille, je vais prendre l'exemple de Montpellier si vous voulez, parce que Montpellier est une agglomération qui a une taille raisonnable. Vous avez 4 lignes ou 5 lignes de tram maintenant à Montpellier. On paye 2%, mais le tram ne va pas dans toutes les communes du territoire, il y a 31 communes dans la métropole de Montpellier. Simplement, c'est le même bassin d'emploi. Ce qui veut dire que quelqu'un qui habite par exemple dans une commune qui est relativement éloignée de la métropole va prendre un bus qui va l'amener en tête de tram ou va avoir un parking relais pour laisser sa voiture qui va être gratuit ou à un taux très préférentiel et qui va pouvoir se rendre ensuite en tram dans le centre de Montpellier pour exercer un emploi. Comme vous avez 125 km de distance entre Marseille et les Saintes-Maries-de-la-Mer ou 100 km entre Marseille et Barbentane, vous n'êtes pas dans le même bassin d'emploi. Et par conséquent, c'est clair que le fait de payer pour le métro ou le tram de Marseille peut très clairement se discuter, contrairement à ce qui peut se passer à Lyon ou à Montpellier. L'agglomération de Lyon est relativement modeste en superficie. Voilà. Alors ensuite, vous avez des choses un peu plus techniques. C'est que, bon, ce sont des choses qui concernent les dotations des communes. Et ce qu'on appelle le FPIC. Alors le FPIC, je vous explique très clairement, rapidement ce que c'est. Le FPIC, c'est un fonds Robin des Bois qui a été créé par le gouvernement Fillon, maintenu pratiquement en l'état par le gouvernement Ayrault, puis Valls, puis Philippe. C'est un relatif consensus entre la droite et la gauche pour faire de la péréquation horizontale, c'est-à-dire faire payer les communes riches pour alimenter, ou les plus exactement les communautés, mais c'est réparti entre les communes et les communautés, pour alimenter les pauvres. Donc on a chiffré ici ce que représenterait l'impact sur les budgets des communes de l'entrée dans la métropole. Ça représente au total à peu près 600 000 euros de perdus. Alors, de deux choses une, ou la métropole les indemnise d'une certaine manière, hein, ou évidemment, ces sommes sont des pertes nettes. Et donc, dans ce cas-là, la commune, chacune de ces communes qui sont concernées, certaines sont à zéro ou très près de zéro, d'autres, comme Arles, sont à 220 000 euros, ou Saint-Rémy à peu près à 100 000, devront réduire leurs services ou augmenter leurs impôts. Voilà, en tout cas, c'est le chiffre tel qu'on a aujourd'hui. Alors, je termine par la situation financière des collectivités. Pour ça, j'ai besoin de vous définir ce qu'est le principal indicateur de solvabilité du monde des communes. Ceux d'entre vous qui connaissent la gestion financière des entreprises, j'imagine qu'il y en a, savent qu'il y a un indicateur qui rapporte la dette, le stock de dette d'une entreprise à sa capacité d'autofinancement. Et on chiffre le nombre d'années nécessaires pour rembourser la dette. C'est ce même indicateur que, ça remonte à assez loin, donc que j'avais proposé dans un article que j'avais écrit dans Le Monde il y a très longtemps, au tout début de mon cabinet, en 91, qui s'appelle la capacité d'endettement, qui est utilisée aujourd'hui par tout le monde. Et je vous représente ici la situation financière des 100 départements. Hein. C'est-à-dire que plus on est bas, plus la situation est favorable. Hein. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de dette.
Le département de Paris n'a pas d'aide. Vous allez voir que la ville de Paris a une situation financière assez épouvantable, mais en réalité, c'est la même entité. Donc ça se compense. Vous avez, ce n'est pas uniquement des départements riches qui ont une situation favorable. Par exemple, on cite toujours 2 départements ruraux, un de droite et l'autre de gauche, qui ont une situation financière extrêmement bonne. L'Indre, département de droite, et l'Ariège, département de gauche. Les Bouches-du-Rhône sont assez bien placées, puisque les Bouches-du-Rhône n'ont besoin que de 2 ans et demi. C'est les comptes 2017. Hein. C'est les comptes 2017 qui ont été mis en ligne, donc ceux-là on les a. Hein. Donc les Bouches-du-Rhône ont une situation globalement favorable. La moyenne des départements est à 4,2. Vous voyez que vous en avez certains qui ont, comme l'Aisne, qui sont assez mal placés. Hein. Mais les Bouches-du-Rhône sont aujourd'hui dans une situation très saine. Je pense que c'est aussi pour ça que personne n'imagine aller voir du côté du Gard ou du Vaucluse, qui ont des situations financières un peu plus tendues que les Bouches-du-Rhône, indépendamment du fait que vous êtes attaché à votre, disons, à votre configuration provençale. En revanche, la situation de la métropole de Marseille n'est pas fantastique. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils avaient mis une fiscalité additionnelle qui a été infligée ensuite aux anciennes communes, enfin aux communes des anciennes communautés du Pays d'Aix, de l'Étoile et du Garlaban, de Salon, de Martigues, etc., bah, c'est aussi à cause de ça. Donc il reste aussi, malgré ça, avec une capacité de désendettement de 11,3 ans, qui est loin d'être, disons, loin d'être fabuleuse. Il se trouve aussi, mais ça c'est des informations que j'ai eues en off, que les communes, les anciennes communautés ont vendu chèrement leur peau en majorant les transferts qu'ils ont demandés à la métropole et que la métropole a laissé faire. Donc ça n'a pas évidemment amélioré leur situation. Je ne sais pas ce qui se passerait pour vos communautés, hein. En tout cas, voilà ce qui s'est passé dans les 2 dernières années. Et puis, tout dernier transparent, la ville de Marseille n'a pas non plus une situation éblouissante. Elle est 11,7. Alors, vous avez aussi Aix-en-Provence, qui a une situation beaucoup plus favorable, à 3,9 de capacité de désendettement. Voilà, écoutez, après j'ai une dernière page qui est une synthèse sur le plan fiscal, mais il n'y a pas d'informations nouvelles. Donc je suppose que ce PowerPoint sera mis en ligne sur votre site. Voilà, et donc je suis à votre disposition pour qu'on continue à échanger sur le sujet. Oui ? J'ai une question sur la diapo 18.